Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Moi, je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de la rédaction. Et pour ce nouvel épisode, on a décidé de parler de deux équipes de la conférence Ouest. Une équipe qui devrait être l'équipe du présent, mais qui ressemble de plus en plus à l'équipe du passé. Et une autre équipe qui est l'éternelle équipe de l'avenir à l'Ouest et qui est toujours l'équipe de la prochaine loterie ou de la prochaine draft. Donc, on va pouvoir parler de tout ça. Je suis rejoint, comme à mon habitude, par mes deux compères, Shai Mamou et Antoine Pimel, pour voir un petit peu ce qui se passe à l'Ouest. Voilà, donc on va pas garder le suspense plus longtemps. Les deux équipes dont on va parler, c'est les Lakers tout d'abord. L'éternelle usine à buzz, usine à clic, l'équipe qui fait rêver même quand elle est faible ou quand elle est au bord du gouffre. Et l'autre équipe dont on parlera dans un deuxième temps, c'est les Minnesota Timberwolves qui finalement sont en train un petit peu de créer une mini surprise sur cette deuxième partie bientôt de saison avec des résultats encourageants pour la suite. Mais je vous propose qu'on commence par les Lakers avec une première question pour vous deux, Shai et Antoine. On va pouvoir y revenir un petit peu plus en détail. Mais au bout du compte, ces résultats très décevants pour les Lakers au vu de leurs ambitions, est-ce que c'est vraiment tant une surprise que ça pour vous? Est-ce que vous l'aviez vu venir ou est-ce que vous êtes quand même comme les Angelenos et les fans mordus, catastrophés, horrifiés, stupéfaits du fait que les Lakers soient aujourd'hui 9e simplement de la conférence Ouest? Pour démarrer là-dessus, comment dire, il y avait un scénario un peu catastrophe qu'on connaissait au départ. Au final, quand ils ont formé l'équipe, on avait bien tous remarqué que la marge de manœuvre, la marge d'erreur était très faible avec la manière dont l'effectif s'est constitué. Et là, aujourd'hui, ils sont dans le scénario catastrophe où les joueurs majeurs sont blessés ou pas adaptés, comme c'est malheureusement le cas pour Westbrook, qui a du mal à être le joueur qu'on connaît. Enfin, ou alors aussi, il est le joueur qu'on connaît, mais pas dans la bonne équipe. Donc, il y a ce scénario-là qui était prévisible, ce qui pouvait arriver avec des joueurs, des joueurs qui avaient déjà eu des antécédents de pépins physiques et l'alchimie qui ne prend pas. Alors moi, je pense que je ne les voyais pas autant en difficulté, mais j'aurais dû être plus alerté par l'intersaison. En fait, quand on regarde un peu la manière dont a été construite l'équipe, finalement, ça tombait presque sous le sens que la marge d'erreur était infime et que ça aurait presque été plus surprenant qu'ils soient dans les 2-3 premiers de la ligue et que tout roule, en fait. Moi, ça fait 2 ans que je suis un grand pessimiste des Lakers, mais même en étant un grand pessimiste et un hater selon certains des Lakers, je pensais pas qu'ils seraient aussi mauvais. Honnêtement, je m'attendais à ce que ça soit très laborieux, à ce que ce soit pas brillant, mais je m'attendais à ce que le talent de LeBron et Anthony Davis suffisent. Alors, allez, je les voyais quand même 4 ou 5 au pire, quoi. Je pensais quand même que ça serait un peu plus haut. En fait, ils sont plus mauvais que ce que je pensais. Après, par contre, voilà, sur la création d'effectifs, effectivement, pour moi, ça criait. C'est comme s'il y avait un énorme gyrophare qui tournait en mode non, mais ça, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est un mauvais choix, ça va dans le mauvais sens, ça va dans le mauvais sens. Sauf que voilà, bon, je pensais que après, voilà, on ne pouvait pas anticiper la blessure de LeBron, même si quelque part il prend de l'âge et on peut s'attendre finalement à ce que chaque saison il rate des matchs. Donc, ça ne peut pas complètement s'anticiper, mais un petit peu. Voilà, sans doute, je me disais, bon, avec LeBron, ça va au moins passer pour la saison régulière, mais c'est clair que je ne les voyais pas être candidats au titre. Alors, Shai, tu as utilisé le terme scénario catastrophe. J'ai le sentiment que c'est un petit peu ça, en fait. C'est un petit peu tout ce qui pouvait mal se goupiller pour les Lakers se goupille mal, au bout du compte. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de vieillir encore l'effectif, de se séparer de Kyle Kuzma, Harrell, etc., pour faire venir un ancien MVP en la personne de Russell Westbrook. Derrière, il y a des blessures pour Anthony Davis, ce qui est jamais vraiment une surprise, hein. C'est quand même un joueur qui est très régulièrement blessé. LeBron, comme tu disais, Antoine, qui loupe des matchs, ça c'est pareil. On ne pouvait pas l'anticiper, mais en même temps, on pouvait quand même l'anticiper d'une certaine manière, parce que comme tu l'as Ouais. dit, à son âge et le nombre de matchs qu'il a déjà joué, il y a plus de chances qu'il soit de plus en plus blessé maintenant dans sa carrière que par le passé. Et au-delà de ça, une greffe de Russell Westbrook qui ne se fait pas en fait, qui ne se fait pas, dans le sens où on sent qu'il. Alors, c'est compliqué parce que je ne pense pas que ça vienne forcément du staff.
qui fait quand même le job, mais j'imagine, et qui avait anticipé, qui avait prévu, qui savait que pour que ça fonctionne, il fallait que Russell Westbrook évolue dans un autre registre que celui qui était le sien par le passé. Donc, savoir si c'est le joueur qui refuse de jouer comme ça ou si c'est le staff qui a finalement mal ciblé la manière de réorienter un petit peu son jeu. Toujours est-il que les fois où Russell est le plus percutant, le meilleur, bah, c'est quand il peut jouer comme il a toujours joué, avec le ballon dans les mains, jouer beaucoup de possessions, etc. Et en même temps, on sait que ce n'est pas ce qui peut fonctionner si les Lakers peuvent aller au bout. Donc, bah, on se retrouve avec une équipe des Lakers ça serait dur de dire qu'ils sont dans l'impasse, mais c'est dur de le dire uniquement parce qu'ils ont LeBron James dans leur équipe et qu'on sait que voilà, c'est un joueur qui a prouvé, il a prouvé bien des choses dans sa carrière et notamment le fait qu'il trouvait des solutions, qu'il arrivait à faire fonctionner des effectifs parfois bancals. Malgré tout, c'est dur de voir comment ils vont pouvoir s'en sortir cette saison déjà. Parce que même là, donc là, il y a le retour d'Anthony Davis, qui est quand même encore sur un fil, parce qu'il, même en étant de retour, il a encore des petits pépins physiques. On se demande s'il finit les matchs. Enfin, voilà, au dernier match, il était encore un peu blessé. Il a demandé à sortir, à revenir. Enfin, c'est compliqué. On sent qu'il est sur un fil, le garçon, quoi. Après, quand il est sur le terrain, il est énorme. Il fait de son mieux. Il est vraiment. On sait que c'est un cheat code, Anthony Davis. Quand il est là, tout va. Enfin, il règle à peu près tous les problèmes autant que possible. Cette nuit, par exemple. Cette nuit, il a masqué. Il a masqué une perf qui est vraiment pas bonne, encore une fois. C'était contre Portland, une équipe qui est décimée, ou qui a même plus envie de gagner des matchs. Donc, bah, en fait, ce qui est fou, c'est que les Lakers, s'ils ont Anthony Davis et LeBron James sur le terrain ensemble, ça reste, enfin, quand on regarde les résultats de leurs minutes passées ensemble sur le parquet, ça reste une équipe efficace, ça reste une bonne équipe, voire une très bonne équipe dans certains cas. Le problème, c'est qu'il y a peu de garanties que ça soit souvent le cas et que de toute façon, avec une équipe comme les Lakers, le but, ce n'est pas les playoffs, c'est c'est finale NBA ou titre ou rien du tout tous les ans. Et c'est dans cette mesure-là que c'est vraiment compliqué, quoi. Le problème, c'est qu'il reste encore pas mal de matchs en saison régulière. Et donc, il faut scoltiner ces matchs-là et les playoffs, donc sans le moindre pépin physique, en espérant que Westbrook ne soit pas trop pénalisant pour l'équipe et pour lui-même. Il va falloir qu'il prenne des décisions à un moment, peut-être le mettre sur le banc, essayer de récupérer un meneur gestionnaire à l'ancienne, tout en allumant un cierge pour que ni LeBron ni Davis soient blessés. C'est compliqué. Là, quand tu vois le match de la nuit dernière contre Portland, dont je parlais déjà tout à l'heure, si tu n'as pas Carmelo Anthony qui score un peu plus que d'habitude et Anthony Davis qui masque toutes les difficultés, c'est une défaite c'est une défaite intolérable, quoi, si elle était advenue. Pour aller dans votre sens du scénario catastrophe, si on regarde un peu le classement à l'Ouest, ils sont déjà à plus de 4 victoires d'écart, enfin de 4 matchs d'écart avec les Nuggets qui sont 6e. Donc ils ont plus de 4 matchs de retard sur la 6e place. C'est pas impossible de remonter ce retard, mais on se dirige quand même fortement vers une équipe des Lakers qui va devoir faire le play-in et qui du coup au mieux serait peut-être 7e à l'Ouest et qui donc se coltinerait. Là, dans cette optique, ça serait quand même les Warriors dès le premier tour, sans confiance. Alors, même pas vraiment dans la peau d'un outsider, parce que quand tu as LeBron James et Anthony Davis, tu n'es jamais outsider, surtout quand tu es constamment analysé. Alors, j'ai aucun doute sur le fait que LeBron assurerait en playoff, quelle que soit la série, mais pour des gars comme Malik Monk, même si lui, il n'a pas l'air d'avoir peur, Plutôt, mais voilà, plutôt une des bonnes surprises des Lakers en ce moment, quoi. Oui, mais faudrait voir en playoff comment ces mecs réagissent. Alors lui, je m'inquiète pas trop non plus, mais voilà, il y aurait quand même beaucoup de pression mise sur cette équipe des Lakers. J'ai du mal à les imaginer vraiment aller chercher, par exemple, le top 6. Alors peut-être la 6e place si vraiment ils terminent fort, mais de tout ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, il y a très peu de raisons de penser que les Lakers vont j'allais dire les Lebron. Les Lebrons, C'est un peu c'est un ça. peu ça. Hein. C'est un lapsus révélateur que les Lakers vont enchaîner vraiment une vraie série de victoires. Par exemple, je ne les vois pas gagner 15 matchs sur 18, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et en plus, LeBron, il y a des mauvaises nouvelles concernant son état de santé parce que son genou est toujours gonflé. Ils ne vont pas le faire jouer tant que c'est gonflé. Ça peut encore prendre du temps. Ils peuvent encore se retrouver plusieurs matchs sans lui et dès qu'il n'est pas là, c'est très compliqué. Ils ont besoin cette équipe, juste pour être dans le sens de la construction, vous lancez là-dessus. Elle a été construite pour faire du tall ball parce qu'ils ont voulu s'inspirer des Bucks qui venaient d'être champions, alors qu'en fait, toute son ADN, c'est quand même que ça marche quand Anthony Davis joue pivot. C'est comme ça qu'ils ont gagné un titre. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent gagner.
encore plus en mettant Westbrook dans le lot. Et c'est vraiment je comprends même pas comment ils ont pu se dire, tiens, on va jouer avec des grands en faisant venir un meneur dont le défenseur s'écarte toujours de 2 mètres parce qu'il n'a aucune adresse à 3 points. Du coup, là, ils se sont dit, ah tiens, ils ont vu que ça marchait plutôt bien quand LeBron ou Anthony Davis jouent pivot, sauf qu'ils n'ont absolument pas le supporting cast qui va avec ce système. Donc, ils sont complètement bloqués. De toute façon, il faut qu'on parle de la construction parce qu'au bout du compte, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est même pas tant pour. La donnée la plus inquiétante, au bout du compte, pour les Lakers, c'est pas forcément leur bilan actuel, c'est pas forcément leur rendement, c'est qu'ils n'ont aucune marge. Ils Ouais. n'ont aucune marge pour travailler d'ici la deadline des transferts. Franchement, ça serait, je vois même, faudrait vraiment faire, enfin, je sais pas, à moins de tomber sur un GM bourré le moment où tu passes un coup de fil pour essayer de lui extorquer des joueurs en échange, je vois pas comment il pourrait vraiment débloquer la situation d'ici la trade deadline. Et même cet été, on regardait tout à l'heure un petit peu la masse salariale des Lakers avec Shai et Antoine et c'est quand même assez fou. Je vais quand même vous sortir les chiffres. Donc, c'est tout simple. Cette année, il y a 3 joueurs qui cumulent 120 millions de dollars. Russell Westbrook, LeBron James et Anthony Davis. Et en tout, sur les joueurs de l'effectif, donc sortis de ces 3 joueurs-là, il n'y a que 2 joueurs, Talen Horton-Tucker et Kendrick Nunn, qui ne touchent pas le minimum, le SMIC NBA. Tous les autres sont au minimum salarial, ce qui veut dire que derrière, tu n'as aucune comment dire, marge de manœuvre pour vraiment faire des trades intéressants pour renouveler un petit peu le roster. Ta seule chance, c'est d'essayer de faire comme cette année, de signer des Carmelo Anthony, des DeAndre Jordan, des mecs un petit peu sur le retour ou des Trevor Ariza et d'essayer de leur faire prendre le minimum. Mais ça, on a vu que ça ne fonctionnait pas vraiment. Et ce dont les Lakers ont besoin, c'est de 109. Et en plus, il y a un certain nombre de pics qui ne sont plus les leurs, qui sont partis notamment dans le trade pour Anthony Davis. Donc, c'est vraiment ça que je trouve le plus alarmant et le plus compliqué pour les Lakers. Mais ouais, non, vas-y, vas-y. Non, c'était un peu. Je repensais juste au fait que le karma était en train de parler. Quand j'ai vu ce matin que Jerry West s'était fait révoquer Ah oui. ses billets à vie pour la crypto.com Arena. C'est un peu du karma. Et d'ailleurs, le lapsus de tout à l'heure sur le fait que c'était un peu les LeBron Lakers ou les Los Angeles LeBrons, je ne sais pas si vous avez vu, mais avec sa fondation, il a passé un deal avec crypto.com Arena. Donc, j'ai presque l'impression qu'il est plus là pour le business maintenant, encore plus que quand il est arrivé, maintenant qu'il a gagné un titre, etc., que purement pour le sportif et que ça n'aide pas non plus à la situation actuelle. Bah, c'est intéressant ça, parce que je pense qu'effectivement, le business, clairement, c'était une des pistes sur venir à Los Angeles, notamment le business en dehors du terrain, tout ce qui concerne Hollywood, les séries, les films. Il y avait aussi, alors il a gagné un titre, hein, c'était un objectif. LeBron dira toujours que son objectif, c'est de gagner. Et effectivement, ça l'est. À chaque fois qu'il joue, il cherche à gagner. Mais il y avait aussi le côté prestige. On sait que LeBron, il court derrière Michael Jordan et derrière ce statut un peu de meilleur joueur de tous les temps. Il l'a avoué, je pense que c'est clair. Ceux qui ont eu l'occasion d'étudier un peu sa personnalité savent que c'est quelque chose qui compte pour lui. Et je pense qu'il a bien compris qu'il gagnerait jamais la bataille des titres. Pas seulement parce que c'est dur d'atteindre les 6 titres aujourd'hui, mais aussi parce que il y aura toujours cet argument récurrent de Jordan, il a fait 6 finales, 6 titres. Je crois qu'il cherche à gagner sur d'autres choses. Les Lakers, ça a apporté un prestige. Si tu veux gagner un titre avec les Lakers, ça peut compter double. Faire briller les Lakers, ça marque les esprits, devenir le meilleur marqueur de tous les temps, etc. Ça c'est juste pour LeBron. Et pour la construction, ce que je voulais dire là, ils peuvent, en fait, pour se renforcer cette saison, il faudrait qu'ils arrivent à convaincre une franchise que Talen Horton-Tucker est un vrai joueur d'avenir. Sauf que Talen Horton-Tucker, qui, au passage, ils ont re-signé en sacrifiant du coup Alex Caruso, ils ont laissé filer Caruso pour donner l'argent à THT. Il tourne à 9 points et 40% de réussite au tir et 25% à 3 points. Kendrick Nunn, qui est un des joueurs du coup les mieux payés de l'effectif, il n'a toujours pas joué un match. Il se retrouve avec une équipe, c'est le prochain pic qu'ils peuvent refourguer, c'est 2027, donc il faudrait qu'ils arrivent à
à faire croire à la personne, enfin au GM à qui il le donne en disant bah tiens regarde on n'aura plus LeBron à cette époque, peut-être qu'on sera enfin Ça, c'est pas si c'est dur avant, hein. Au bout du compte, c'est pas le plus fou de penser que les Lakers seront pas forcément bons en oui 2027. mais bon ils ont toujours la possibilité de signer des stars assez Bien facilement donc sûr, bien sûr. mais bon voilà ils ont très peu d'atouts pour vraiment faire un trade. Après on sait jamais, il y a toujours des GM je ne sais pas comment les Lakers toujours à se débrouiller. Si j'étais le manager d'une équipe adverse, je dirais mais non, je leur fais aucun cadeau. De toute façon, ils signent tout le monde, mais il y a toujours un mec qui leur fait un cadeau. Par contre, là où ils peuvent se renforcer, eux, c'est voilà, s'il y a des joueurs qui sont coupés après la deadline, les Lakers là, sont toujours favoris. Enfin, et encore, ils ne sont pas en très bonne position. Ils ne sont pas en très bonne posture, donc ils ne seront même pas favoris, mais ils pourront toujours éventuellement ajouter des joueurs comme ça. Par contre, c'est vrai que pour la saison prochaine, c'est très très compliqué. Westbrook, il est intransférable. Ben, oui, oui, c'est clair. En fait, bon, on va pas revenir sur la venue d'Anthony Davis. Ça a été validé par le titre remporté. Voilà, le but quand tu es en NBA, c'est de gagner un titre. Donc, même si tu te sépares de tout un tas de jeunes pour gagner un titre, je pense que ça, c'est vraiment. Oui, ça vaut le coup. Pardon? Oui, je disais, pardon, je disais ça vaut le coup, oui, c'est clair. Exactement, voilà. Par contre, ce qui est fou, c'est que tu imagines ce groupe, cette équipe-là, et simplement avec les joueurs qu'ils ont laissé partir pour avoir Russell Westbrook, ça serait tout de suite, quand on voit les performances notamment de Kyle Kuzma en ce moment, qui est en train de, finalement, tu as le sentiment qu'il est en train peut-être de passer le cap qu'on attendait qu'il passe dans la constance du côté des Lakers simplement, ça serait tout de suite un effectif plus équilibré. Et c'est vrai que on saura certainement jamais vraiment ce qui a poussé les Lakers à choisir l'option Russell Westbrook, mais plus ça va, plus ça démontre que c'était une erreur. Et le problème, en fait, dans le fait de chercher à trader quelqu'un comme Talen Horton-Tucker, au-delà, effectivement, de sa cote qui n'est pas au meilleur en ce moment, vu que ses performances sont pas tout à fait du standard que les Lakers pouvaient espérer, c'est que ça serait, si c'est trader Talen Horton-Tucker pour à nouveau faire venir un vieux de la vieille ou un mec à l'ancienne, entre guillemets, et jouer le tout pour le tout maintenant, ça me ferait encore plus peur peut-être pour les Lakers que le fait de se dire, bon, bah non, lui, c'est notre joueur, on y a cru assez pour lui donner un contrat, on va essayer de le développer, lui donner des minutes. Oui, mais en fait, comme tu disais, ils n'ont pas de manœuvre. De toute façon, quand il vient à avoir des rumeurs sur est-ce que Westbrook il peut être à nouveau échangé contre John Wall qui n'a pas joué un match, mais qui est représenté par Clutch Sport, donc tu as potentiellement les infos, vu que c'est la même agence qui représente LeBron James, tu peux avoir un peu les infos sur son état de forme, mais juste l'idée en dit long en fait sur le niveau de désespoir de la franchise. Et il faudra, c'est trop facile de chercher un seul bouc émissaire, mais il faudra vraiment se poser des questions sur Rob Pelinka, qui est passé pour un demi-dieu parce que les Lakers avaient gagné, alors que bon, quelque part, récupérer Anthony Davis, c'était déjà le travail qui avait été entrepris. Enfin, c'est LeBron qui a C'est ce que entrepris ce j'allais dire. boulot Quand tu as LeBron, bien c'est déjà plus avant. Donc, facile. c'est plus LeBron qu'il faut remercier sur ce coup-là. Mais oui, Rob Pelinka, après, évidemment, c'est pas que lui. Je pense qu'en interne, notamment, Westbrook et Davis ont pesé pour avoir Westbrook et notamment, pareil, encore une fois, sur le côté prestige, alors qu'apparemment, il y avait déjà un échange qui était mis en place pour avoir Buddy Hield. Ah, mais Et LeBron, il a été complètement moteur dans l'opération. ouais, Il a dit qu'il avait donné rendez-vous à Westbrook chez lui pour lui dire que c'était le moment de jouer ensemble et qu'il nous a fait la narration habituelle. Et là, ce que tu disais sur le fait qu'il fallait s'interroger sur le rôle de Pelinka, c'est aussi s'interroger sur la complaisance ou la facilité avec laquelle ils ont laissé Clutch Sport et Rich ouais. Paul tout manœuvrer. On peut remonter à loin, les contrats avec Caldwell Pope, etc. Il a fait absolument ce qu'il a voulu. Ça n'a rien d'illégal a priori. Mais ça se paye maintenant, en fait. Oui, c'est ça, c'est que la franchise est en train d'être assimilée à une agence, en fait. Ça devient. LeBron a un QI basket incroyable sur le terrain, mais on a souvent vu que ces décisions, quand il s'agit de s'entourer de certains joueurs, c'est plus délicat. Après, là, c'est très abstrait comme critique parce que, évidemment, on n'a pas non plus tous les tenants et les aboutissants. Mais oui, je pense que, en fait, les Lakers, il y a un vrai problème de gestion et je pense que le titre 2020 je veux pas mettre une astérix, faire comme ah bah c'était dans la bulle, on va mettre une astérix. Non, je veux pas aller jusque là, mais ça cache, si tu veux, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a un gros problème. Jenny Kurt Rambis
en tant que consultant, c'est du n'importe quoi, sachant que sa femme aussi est très très proche de Jenny Bush et a une forte influence auprès des décisions qui sont prises dans la franchise. Jenny Bush est... j'arrive pas à dire son nom, mais compris. Buzz. Ouais, Jenny Buss, pardon. Et je sais pas, parfois trop naïve, parfois trop tendre, mais il y a un souci. Il y a un souci et je pense qu'ils sont là, quelque part, ils sont en train de gâcher la fin de carrière de LeBron, même s'ils se la gâchent aussi en partie tout seul. Mais c'est dommage que LeBron James puisse pas jouer dans une équipe qui joue vraiment le titre, en fait. Surtout vu son niveau de jeu encore à cet âge-là. Ouais, d'autant qu'il était plutôt quand même, enfin, il était même très bon, notamment en Ouais. attaque là, au moment de sa blessure. Euh, alors, deux choses. D'une part, effectivement, la critique que tu dis sur LeBron, elle me semble juste sur le fait qu'il ne soit pas le meilleur pour savoir de qui il a besoin de s'entourer. Mais pour être honnête, c'est le cas de tout un tas de joueurs, en fait. Même, Oui, c'est clair. on se rappelle de Michael Jordan qui arrivait à convaincre les Bulls de signer des Dick Simpkins ou des mecs comme ça parce que c'était ses potes et qu'ils pensaient qu'ils allaient apporter et que c'était des gars voilà, qui faisaient le bout du banc. Donc, c'était moins grave quand c'est un mec qui va être ton 11e homme et qu'il est sur le banc. C'est plus compliqué quand c'est le gars qui est censé être la troisième option de ton équipe. Mais ça, c'est un problème assez récurrent. La question que je me posais quand même en regardant ce roster avec un peu plus d'attention, c'est je me demandais quand même si, malgré ces défauts de construction, il n'y avait pas une équipe, malgré tout, dans ce roster, pas matière à trouver une équipe qui puisse fonctionner. Parce que quand on a LeBron et Anthony Davis dans son effectif, il y a moyen de gagner des matchs, il y a moyen de créer quelque chose. Le problème, c'est que c'est d'une part la perception et c'est les statuts. J'ai l'impression que ces problèmes de perception des joueurs et de statut posent vraiment beaucoup de problèmes aux Lakers Exactement. parce que si on remettait tout à plat en se disant limite, tu sais, comme les nouveaux, comme devraient être tous les CV où tu n'as pas la photo des gens, tu n'as pas leur nom, tu as juste ce qu'ils savent faire, leur performance, etc. Il y aurait moyen peut-être de restructurer une attaque notamment et un collectif autour des performances factuelles effectives des joueurs. Si, j'aime beaucoup ta formulation parce que effectivement, il y a une équipe. Alors, il y a une équipe qui manque de profondeur. Mais tu pourrais avoir une rotation à 7, je dirais. 7 où tu jouerais small ball avec Davis LeBron, entouré de Malik Monk, Talen Horton-Tucker. Il y a quelque chose à faire. Le problème, comme tu as dit, c'est les statuts. C'est qu'en fait, si tu voulais vraiment faire cette équipe qui marcherait, qui n'irait peut-être pas au bout, hein, par Non, non, aller au bout, c'est manque autre de chose. Hein. Ouais. défense, manque de profondeur, etc., mais qui serait plus fiable. Le problème, ça serait évidemment que, en fait, il faut donner des minutes à Westbrook, et Westbrook ne rentre pas dans cette logique. Ça casse ce truc. C'est-à-dire que cette équipe, ce style que tu peux créer, euh, ça ne va pas avec le jeu de Westbrook. Sauf que Westbrook, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils osent à un moment faire ce que les Knicks ont fait à Kemba Walker et se dire juste, surtout qu'il est encore sous contrat l'an prochain pour 47 millions et que LeBron l'a fait venir et que voilà, et Ouais, connaissant ça le serait se caractère. renier complètement Ouais, finalement de voilà, le c'est ça, sortir. Ouais. exactement. Je suis pas sûr qu'ils aient le courage à un moment de dire, bon, bah, on le sort complètement de la rotation. Et je pense que ça n'arrivera pas. Et du coup, bah, voilà, il faudra toujours que Westbrook il ait au moins 25 minutes, voire 30, et parfois pour le meilleur. Et malheureusement, dans des moments importants en playoff, souvent, ça sera pour le pire. Ils Sachant que oseront, c'est un. Pardon, vas-y, Shai, non, excuse-moi. non, ils oseront pas lui dire. On a déjà vu avec l'épisode où il avait pas fini, il avait été plus ou moins benché à la fin du match. Alors, c'était dit à demi-mot dans la presse. Oui, oui, bon, ok, on soutient Vogel. Mais c'était pas très franc. Non. Ils ont pas envie de contrarier ni LeBron ni Westbrook. Là, il y a personne dans la franchise qui lui a dit que c'était peut-être pas une bonne idée de s'inscrire au concours à 3 points du All-Star Game aussi. Plein de choses comme ça. C'est c'est très curieux. On sait pas vraiment qui commande non plus. Frank Vogel est hyper effacé à tel point qu'on peut se demander s'ils auraient pas eu besoin un peu plus tôt dans la saison, parce que maintenant ça me semble tard, hein, mais de changer de capitaine, même si le coach est toujours un bouc émissaire facile, mais on a vu que ça avait marché par le passé. Hein. Là, j'ai du mal à voir un peu qui commande, qui prend les décisions fortes. C'est un peu le flou, je trouve. Mais justement, juste sur cet épisode, il y a un truc très ironique, c'est que justement, ça a été fait parce que Vogel a demandé la permission, en fait. Hum. Donc, je ne sais pas s'ils ont été malhonnêtes dans le fait derrière qu'ils l'ont soutenu. Je pense qu'ils l'ont effectivement vraiment soutenu. Par contre, il a dû demander d'abord, en fait. C'est-à-dire que lui-même savait qu'il y a des moments où
C'est-à-dire, il a tâté le terrain, si tu veux, c'est ça que j'avais cru comprendre, qu'il avait tâté le terrain auprès de la direction en mode, mais qu'est-ce qui se passe si là, dans un match, à un moment important, je ne mets pas Westbrook? Et c'est ce qui s'est passé ensuite sur le match, c'est que du coup, voilà, il avait eu le feu vert, entre guillemets, pour s'en passer. Mais par contre, après s'en passer complètement, faudrait limite, c'est encore une fois mettre ça sur LeBron, mais il faudrait limite que LeBron, il ait l'aval, quoi, qu'ils disent non, non, mais écoute, Russ, il va falloir que tu. Mais je vois pas, je n'imagine pas un monde où ça arrive. En fait, pour Westbrook, ce qui est fou, c'est que c'est un joueur qui a de la valeur. C'est un joueur qui est. On peut l'aimer, ne pas l'aimer. C'est un joueur qui se tape, dans le sens qui est prêt à tout laisser sur le terrain, qui a de la valeur et qui a des qualités. Clairement. Ce qui reste fou à ce stade de la saison, c'est qu'on a l'impression, enfin, du moins, on se pose la question de ça, s'il y a eu une discussion au moment où il est arrivé, en interne et avec lui, pour que les choses soient claires, de dire tu as tout un tas de choses qui peuvent nous aider à gagner des matchs, mais par contre, il va falloir changer les choses parce que ça sera pas. Pour que ça fonctionne, tu ne pourras pas jouer de la même manière que tu as joué par le passé. Donc, on compte sur toi, mais il va falloir faire évoluer ton jeu. Et en fait, ce qui est fou, c'est que là, on est au début février et on a toujours l'impression qu'il n'y a jamais eu cette discussion de fond ou que du moins que ça n'a pas été suivi d'effet, quoi. Je sais que Zach Lowe, par exemple, s'était amusé à suivre à prendre le nombre d'écrans portés par Westbrook, il comptabilisait le nombre d'écrans qu'il portait par match cette saison. Puis au bout d'un moment, il s'est arrêté parce que c'était trop absurde en fait. Et il y avait un match où il en avait posé 7 de suite. Donc on se disait, enfin, il avait genre porté 7 écrans. Bah, c'est bon, il a compris qu'il fallait qu'il soit profiter de sa capacité à couper, porter les écrans pour ensuite être ouvert pour que ça fonctionne. Et puis ça s'est arrêté très vite au bout du compte. Mais ça, de l'extérieur, c'est toujours dur de savoir si c'est le joueur qui dit non, moi ça m'intéresse pas, je veux la balle pour jouer, ou si c'est le staff qui laisse tomber ou qui martèle pas assez les choses. C'est dur à comprendre, quoi. C'est clair. Et après, comme tu dis, hein, c'est un joueur talentueux. Intrinsèquement, c'est leur troisième meilleur joueur. Sauf que ça colle pas avec leur système, ça colle pas avec leurs autres meilleurs joueurs. Et du coup, euh, il serait meilleur par soustraction, en fait. C'est-à-dire que même s'il perdait il récupérait des joueurs moins forts, comme tu disais, les Kyle Kuzma, les joueurs qu'ils ont perdus à Washington, même si c'est tous des joueurs individuellement moins forts que Westbrook, en fait, ça créerait une meilleure harmonie. Et oui, oui, c'est clair, cette discussion-là, ça serait vraiment très intéressant de savoir, depuis son arrivée, les échanges qu'il y a eu entre lui et James, entre lui et Vogel, parce que clairement, ils n'ont toujours pas trouvé de solution et ils vont pas en trouver une comme ça, en tout cas pas en trouver une durable, seulement comme ça en 2, 3 mois, quoi. C'est là, maintenant, on voit que ça va pas marcher. Ouais, je vous soumets un petit trade qui serait certainement le trade miracle pour les Lakers. Il n'est pas de moi, je l'avais soumis aussi à Erwan Abotray quand j'ai eu l'occasion de participer à l'émission de First Team en début de semaine. C'est un trade que j'avais vu suggéré par Bobby Marks, d'ESPN. Non pas qu'il y croyait dur comme fer, mais c'était, voilà, il disait, bon, bah, si les Lakers pouvaient faire un trade, ça serait peut-être le seul possible. Parce que, comme tu disais, Antoine, leur seule chance de pouvoir bouger Russell Westbrook, c'est de tomber sur une équipe désespérée. Et quand on pense équipe désespérée, on pense à un certain nombre de candidats, mais à commencer par les Knicks. Et donc, le trade qui fonctionnait d'un point de vue du moins financier, ça aurait été Russell Westbrook contre Kemba Walker, Evan Fournier et Alec Burks. Et là, je pense que ça serait le trade magique, enfin magique, peut-être pas magique, mais ça serait une solution incroyable, inespérée pour les Lakers, sachant que, voilà, on sait tous, je pense, que ce trade ne verra pas lieu. Ouais, enfin, ce serait ouais, les Knicks avec Westbrook. Enfin, les Knicks travaillent un peu mieux quand même depuis que Leon Rose est arrivé, mais c'est pour ça que ça me paraît un peu crédible de se mettre une telle épine dans le pied. Malheureusement, tout ça fait penser que la fin de carrière de Westbrook elle va être compliquée et que ça va se terminer sur des buyouts et des contrats courts comme d'autres joueurs avant lui. C'est un peu triste parce que il n'y a pas si longtemps, enfin, il est MVP en 2017. Et même là, même la période à Washington, il y avait eu une sorte de sursaut avec Bill, c'était pas horrible, quoi. C'est un peu triste, franchement. L'ironie là sur l'offre, c'est que enfin, pas l'ironie, je me dis que Westbrook serait bon aux Knicks. Enfin, il pourrait être utile aux Knicks, mais j'ai l'impression que le fait d'inclure Evan Fournier, les Knicks lâchent trop en fait. Ils pourraient récupérer mieux en transférant Fournier ailleurs.
D'ailleurs, je pense qu'il y a une forte probabilité qu'Evan Fournier soit transféré. Mais je pense qu'il pourrait récupérer mieux. Et du coup, bon, j'ai du mal à y croire au trade. Mais c'est vrai que bon, les Lakers, oui, ça serait tout bénef pour eux, hein. Je pense pas que ça se ferait, mais ce qui serait marrant, enfin, ce que je trouvais marrant dans ce trade, c'est que ça aurait été les deux équipes qui se disent, bon, bah, on s'est complètement foiré l'été dernier, donc Venez, on échange. on échange. Et effectivement, je pense pas que Russell Westbrook, loin de là, serait la solution absolue pour les Knicks, mais tu te dis, bon, bah, au moins sur une fin de saison, ça aurait pu recréer un petit peu d'engouement au Garden avec sa manière de jouer à haut risque et très engagé. Mais bon, je trouvais le trade marrant. Effectivement, Chai, ce que tu dis sur la fin de carrière de Russell Westbrook, c'est un peu triste. Moi, ce que je regrette, parce que c'est un joueur quand même que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'avait pas eu l'occasion de rester au Thunder, hein, quitte à pas gagné de titre. Au Thunder, c'était le franchise player, c'était l'image de l'équipe, avec des jeunes autour, même sur une fin de carrière un petit peu descendante, ça aurait eu plus de gueule, je trouve. C'est le gros regret que j'ai personnellement, moi, en ce qui Je concerne suis le joueur d'accord. et sa legacy, quoi. D'accord. Allez, je vous propose de changer un petit peu. On va rester sur la même côte. On va revenir à la fois aller dans le passé et aller vers l'avenir parce qu'on va repartir sur la ville originelle qui a accueilli les Lakers, là où ils sont nés, tout simplement, comme le notait Antoine tout à l'heure quand on préparait le podcast. On va aller du côté de Minnesota. Minnesota, c'est un petit peu le jour de la marmotte. Tous les ans, on se dit ça va être l'année, c'est jamais l'année. Tous les ans, on se dit Karl Anthony Towns est en train de passer un cap et finalement, il passe jamais vraiment un cap. Cette année, vu après le début de saison, des galères, des blessures, etc., on se disait, bon, bah, c'est parti, c'est comme chaque année au bout du compte. Et finalement, vrai sursaut. Là, il reste notamment, ils ont gagné 10 de leurs 15 derniers matchs. On a le sentiment qu'Anthony Edwards, pour le coup, lui est en train de franchir un cap et de vraiment confirmer son statut de numéro 1 de draft. Il y a des jeunes joueurs qui sont en train d'émerger un petit peu et encore plus étonnant pour cette équipe qui est pour moi celle qui souvent me file le plus le blues parce que tu as l'impression que c'est comme si il y avait un orage ou que c'était l'hiver permanent dans les têtes, c'est on a le sentiment qu'il y a un état d'esprit qui se crée, un petit peu d'enthousiasme, des joueurs qui pour une fois ont l'air de bien d'aimer être ensemble et jouer ensemble. Quel est votre sentiment sur Minnesota en ce moment? Est-ce qu'il faut enfin croire dans le fait que les Minnesota Timberwolves sont en train de devenir une équipe? Je ne sais pas s'il faut croire en eux, mais je pense qu'il faut au moins leur tirer un coup de chapeau. Parce qu'il faut rappeler le contexte de la saison pour eux quand même. Et ils ont été vendus. La franchise a été rachetée. Il y a des rumeurs de déménagement. Donc l'ambiance dans la communauté, voilà, je vous laisse imaginer, ils ont l'impression que ça va déménager prochainement. Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'encourager une équipe qui est déjà pas très performante historiquement? Donc c'est un peu compliqué. Tel franchise player où il commence à y avoir des rumeurs autour de est-ce qu'il va nous faire une Anthony Davis, etc., même s'il tient des propos plutôt encourageants où il dit qu'il a envie de rester. Il a eu encore une période difficile. On va pas revenir sur les problèmes familiaux, les drames qu'il a eu. Il a rechopé le Covid où il a perdu 20 kilos, forme physique très compliquée. Voilà, ça sentait pas très très bon. L'alchimie d'Angelo Russell, bah, c'est sympathique, mais on se dit pas que ça va. Et au final, malgré le démarrage poussif, on les avait un peu rangés au placard et en les voyant jouer, honnêtement, il y a un côté voilà, où ils sont tous, on a l'impression qu'ils ont décidé de se souder, de former un truc, une espèce d'escouade pour emmerder tout le monde à l'ouest. Et je les trouve étonnants en fait. Je ne sais pas si c'est lié uniquement au talent des joueurs qu'il y a là, parce que Towns, voilà, on sait ce que ça vaut, hein, c'est vraiment très talentueux. Anthony Edwards, comme tu disais, je trouve qu'effectivement, il progresse de la bonne manière. Aussi, à l'apport aussi de vétérans comme Beverly, on en parlait pas trop, mais dans un vestiaire, mine de rien, c'est pas le mec qui va laisser la situation se dégrader. On en parle moins qu'avant parce que là, du coup, il est sur un marché moins exposé, mais je pense qu'il fait vraiment un bon boulot à l'intérieur au niveau de la cohésion. Je trouve que c'est au moins, à défaut d'être ultra prometteur, parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner, c'est au moins intéressant à voir et il faut tirer un coup de chapeau dans une conférence toujours difficile de voir qu'ils sont. Je sais plus, j'avais lu qu'ils avaient, s'ils suivent à peu près la dynamique actuelle, ils ont quasiment 80% de chances d'avoir quelque chose en post-saison, quoi. Ouais, ouais, en fait, ils sont enfin à la place à laquelle ils sont censés être. Du coup, je sais pas, je les vois pas vraiment comme une surprise, tu vois. Enfin, si,
le fait qu'on voit ça presque, par exemple, comme une surprise, ça en dit long sur le nombre de fois où ils ont déçu, en fait. Oui. Parce que là, techniquement, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils sont censés faire. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette équipe, c'est au-delà des trois stars, même je pense qu'il n'y a vraiment que deux stars, mais au-delà des trois joueurs majeurs, c'est que pour la première fois, ils ont un peu des jeunes joueurs de l'ombre qui sont intéressants. Ils ont enfin réussi à faire des bonnes pioches, des vrais coups, que ce soit Vanderbilt, Reed, Naz Reed, McDaniels, ouais, McDaniels, Noel, ces gars-là, ces quatre-là. Bon, après, il y a du Taurean Prince qui se réveille un peu en ce moment. Voilà, mais surtout ces quatre-là, ils ont enfin un peu des joueurs de devoir qui sont capables de faire le taf et ça donne moins l'impression d'avoir une équipe vide avec juste deux gars qui tapent les 20 points ou deux ou trois gars qui tapent les 20 points. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette impression voilà, de groupe un peu qui se crée. Je pense que c'est intéressant pour eux, ça c'est clair. C'est quand même, il y a enfin un peu de positif, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu notes sur les jeunes, effectivement, parce que c'est, c'est- je vais pas revenir toujours sur cette comparaison, mais c'est quand même le problème avec les équipes comme Minnesota ou comme longtemps les Cavs ou comme les Kings, des équipes qui sont habituées à aller chercher des joueurs haut à la draft ou avoir des drafts où ils vont chercher deux, trois joueurs et où tu te dis, mais où est le développement des joueurs en fait? Où tu as l'impression qu'ils sont draftés tels quels et que derrière, il n'y a pas le travail d'accompagnement qui leur permet d'évoluer. Comme moi, c'est toujours quand même l'équipe à laquelle je reviens que je cite en exemple. Mais ce que fait Toronto, c'est admirable de ce point de vue-là, choper des joueurs et arriver à les développer pour qu'ils puissent devenir des joueurs performants. Là, effectivement, parmi les jeunes dont tu parles, Jared Vanderbilt et Jaden McDaniels semblent effectivement intéressants, deux joueurs sur lesquels ils ont misé et qui commencent à porter, peser un petit peu. Déception quand même du côté de Malik Beasley. Je sais que Antoine, tu n'as jamais été Ouais. très fan du joueur, mais c'est vrai que quand il est arrivé, on s'était dit que c'était potentiellement une bonne pioche pour Minnesota, une espèce de joueurs un peu d'impact qui pouvaient donner du lion à l'équipe. Là, ils sont actuellement septième, un bilan de 26 victoires pour 25 défaites, sans se projeter sur l'année prochaine, mais sur cette fin de saison, quelle dynamique vous voyez pour cette équipe? Est-ce que vous pensez qu'elle peut espérer tenir ce rang jusqu'à la fin de saison? c'est toujours un peu fragile avec ces équipes-là parce que font c'est une très bonne série. Puis derrière, enfin, ils ont déjà fait ça par le passé. Hein. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais ils avaient très très bien démarré la saison. On disait, tiens, c'est fluide, ça se passe bien. Je crois que c'était la première saison pleine de Ryan Saunders, il me semble, où on disait, tiens, voilà, il y a une cohésion, ça joue correctement. Et derrière, tu ne sais pas pourquoi, il y a un ressort qui se casse pour X raisons en interne. Donc, il ne faut pas être trop, trop optimiste à mon avis, mais là, s'ils n'ont pas de pépins, je trouve que c'est justement, il y a les valeurs qu'on trouvait un petit peu moins avant au niveau combativité, dureté, avec là les joueurs dont on a parlé là qui sortent un peu du lot et qu'on n'attendait pas forcément. Ça peut faire penser un peu à ce qu'a fait Memphis avant d'être l'équipe qu'elle est aujourd'hui, en misant sur des joueurs qui étaient un peu obscurs ou peu étudiés lorsqu'ils étaient des prospects avant la draft. Je pense qu'ils peuvent tenir cette place-là, ouais. Moi, j'ai peur qu'ils se fassent. Alors, je vois bien les deux équipes de Los Angeles passer devant eux, en fait. Là, c'est très serré entre les trois. Le classement, il a beaucoup bougé. Là, aujourd'hui, à l'heure où on fait le podcast, ils sont septièmes, mais c'est parce qu'ils sont sur leur bonne série. En fait, n'importe qui fait une bonne série, j'ai l'impression, repasse devant. Je vois bien quand même les Clippers m'ont l'air quand même plutôt solides. Après, ça dépendra de ce qui se passe le soir de la deadline, évidemment, mais je vois bien Clippers et Lakers repasser devant les Wolves. Par contre, je pense qu'ils sont là maintenant quasiment assurés de finir dans les 9 premiers. J'imagine pas du tout Portland qui est 10e rattraper Minnesota alors qu'ils ont 5 victoires de moins, qu'ils jouent sans Lillard et que clairement ils n'essayent pas de gagner. Je pense que Minnesota jouera au moins le play-in. C'est déjà pas mal vu Et le. c'est déjà pas mal, ouais, je Si suis on pouvait d'accord. penser, même, c'est toujours pareil avec cette équipe. Tu te dis, Kat, c'est théoriquement talent générationnel vu ce qu'il sait faire. Mais au final, tu pars du principe qu'ils vont même pas être dans les 10 au début de la saison. Donc, c'est pas si mal. Et jouer un peu des matchs de haut niveau, même si c'est un peu du Ouais, one-shot, c'est toujours un. Voilà, ça peut être pas mal. et tu Faut se sais dire ça jamais. aussi, je pense. Clairement, après, tu sais jamais. Tu peux accrocher un spot.
Voilà, imaginons si on reste là sur ces 4 équipes que j'ai citées, si tu finis 9e, tu joues contre Portland. Bon, normalement, imaginons que Lillard soit out pour la saison, tu peux quand même, ou même s'il est là, de toute façon, théoriquement, sur un match, les Wolves, c'est une équipe qui aura plus de chances de toute façon de gagner sur un match que de gagner sur une Ouais. série. Donc, sur un match, tu peux sortir Portland, et derrière, si tu joues par exemple les Clippers, imaginons que les Clippers aient perdu contre les Lakers, il n'y a pas Kawhi, il n'y a pas Paul George, pareil, sur un match, tu peux vraiment faire cette différence et te retrouver en playoff. Et voilà, le play-in donne cette possibilité. Clairement, je pense que Sacramento aimerait bien être à la place de Minnesota aujourd'hui. Donc, il y a pire, il faut se le dire. Et je pense qu'il faut savourer même les petites victoires dans leur cas. Moi, je veux voir aussi, j'aimerais bien voir, on parlait d'Anthony Edwards tout à l'heure, j'aimerais bien, j'ai l'impression qu'il a le profil et la psychologie pour passer un cap dans ce type de situation-là où voilà, il est un peu sur la grande scène. Là, Clairement. mine de rien, je disais ce matin qu'il c'était le 6e, il faisait la 6e saison la plus forte au scoring pour un joueur de 20 ans au moins, en moyenne, donc dans l'histoire de la NBA, c'est pas rien. Il score fort en étant dans une équipe moyenne et sans faire d'énormes craquages en termes d'adresse. Et j'ai envie de le voir un peu voilà, dans des contextes chauds, des matchs serrés ou à élimination directe. Je pense qu'on peut avoir des surprises là-dessus, peut-être. Ça, effectivement, c'est l'excellente nouvelle pour les Wolves, c'est que pour le coup, là, ils ne sont pas plantés, quoi. Ils ne s'étaient pas plantés en prenant Karl Anthony Towns à la draft et ils ne sont pas plantés en prenant Anthony Edwards. Moi, en toute honnêteté, à sa draft, je n'étais pas forcément convaincu que ça pouvait être plus qu'un excellent athlète, voilà, un scoreur dynamique. Ses progrès, là, sont quand même impressionnants. À 3 points, c'est pas encore ni Klay Thompson ni Steph Curry, on est d'accord, mais il y a des vrais progrès dans la régularité, ce qui lui ouvre derrière tout le jeu. C'est un joueur aussi, j'ai le sentiment, qui joue pour gagner aussi, Ouais. qui se donne. Et ça, c'est quand même quand on met toutes ces choses-là bout à bout, il y a de quoi penser qu'ils ont un vrai joueur, un vrai joueur entre les mains. Donc, quelque part, on peut se dire que c'est aussi rassurant dans la perspective de se dire est-ce qu'on risque de perdre Karl Anthony Towns s'il a envie de se barrer et qu'un jour il nous dit bon bah je veux partir. C'est quand même rassurant d'avoir un joueur comme ça vraiment qui peut l'épauler. En ce qui concerne la fin de saison, je partage totalement votre avis. Il y a un joueur qui, moi, me semble avoir peut-être la clé au bout du compte de la fin de saison des Wolves, c'est D'Angelo Russell, qui a été quand même très inconstant cette année. Quand il est bon, voire très bon, ça roule pour les Wolves. Le problème, c'est qu'il a été malade, qu'il a été blessé, etc. Et je pense que c'est peut-être le joueur qui sera, voilà, qui sera un peu le baromètre de la fin de saison pour les Wolves. Ouais. Et sur Edwards, je pense que ce n'est pas une coïncidence si les Wolves arrivent à la place où ils sont censés être depuis qu'il est là. Je veux dire, je pense que là, tu enlèves Edwards, tu laisses juste Kat en seul leader. J'ai l'impression que cette équipe est indéfiniment, elle termine 10 ou 11e du championnat, quelle que soit la progression de Karl Anthony Towns. Il y a une histoire Alors il y a une que, histoire de personnalité parce qu'il ouais, est. voilà, c'est ça. On se marrait beaucoup l'année dernière parce que tous ces passages devant la presse hyper spontanés, sans aucun filtre. Là, c'est un peu. Donc, il a un tout petit peu changé d'approche. Il reste frais et spontané comme on aime bien, avec des quotes marrantes, mais il a le côté. Moi, je vise le MVP dans 4-5 ans. Ouais. Avec l'équipe qu'on a, avec les talents qu'on a, on doit être en playoff. Enfin, voilà, j'aime bien le Ouais, il vise côté. le titre aussi, hein. Et oui, oui, Voilà. ouais, il est très spécial. Sa personnalité me donne à la fois envie d'y croire et à la fois me fait dire non, mais ils vont progresser, mais par contre, je le vois. Enfin, c'est injuste de dire ça. Je ne le vois absolument pas comme un MVP, par exemple. Par contre, clairement, je suis d'accord que c'est un mec qui joue pour gagner. J'aime bien son attitude de leader. Je pense qu'il fait beaucoup de bien aux Wolves. Et je pense que le plus ils vont le suivre lui, le plus cette équipe va marcher, en fait. Bah ça, c'est pas tous les ans qu'on peut lâcher des faces comme ça sur les Timberwolves, donc c'est plutôt sympa, plutôt intéressant. Est-ce que on a parlé brièvement des jeunes joueurs en dehors de leur Big Three avec autant de guillemets que nécessaire, est-ce qu'il y en a parmi ceux-là que vous avez identifié comme pouvant vraiment être intéressants par la suite et pouvant être comment dire, des joueurs de rotation, mais qui peuvent constituer un corps d'équipe avec les 3 joueurs stars, entre guillemets, des Wolves? Bah, moi, je m'en réfère un peu à ce que je disais tout à l'heure.
Je ne sais pas si l'exemple est le bon, je ne sais pas si les compétences sont les mêmes. On ne pourra pas le dire tout de suite, mais ça peut faire penser le modèle un peu à suivre pour des équipes comme Minnesota qui ne sont pas sur des gros marchés, qui ont peut-être un talent très fort et un peu moins autour. L'exemple Memphis me paraît bien parce qu'ils ont petit à petit impliqué et intégré dans un noyau des joueurs, je sais pas, Dylan Brooks, Desmond Bane, tout ça. C'est des joueurs qui, alors, pour les spécialistes de la NCAA, ils se disaient oui, c'est un joueur super solide, un senior pour Bane, mais les gens ne se sont pas rués dessus à la draft, donc ça veut peut-être rien dire. Mais là, si le boulot de scouting est aussi bon que celui de Memphis, peut-être les joueurs dont on parlait tout à l'heure, comme McDaniels, Jared Vanderbilt, qui a été donc acquis en trade, ils ont peut-être identifié que c'était des joueurs qui étaient capables d'intégrer le noyau et une idée de jeu. Ça me semble intéressant. Je ne peux pas garantir qu'ils seront aussi bons et que Minnesota aura la place de Memphis l'année prochaine, mais on a déjà vu des progressions plus absurdes par le passé. J'ai une petite stat pour vous. Le 5 et ça va répondre à la question, le 5 avec Russell, Towns, Edward, Beverly et Vanderbilt, c'est le deuxième 5 qui a le meilleur net rating de toute la NBA. Si tu prends même si tu fixes la limite à 200 minutes jouées ensemble, c'est le 5 qui a le meilleur rating de toute la NBA. C'est-à-dire que c'est un 5 majeur qui marche vraiment. Donc, pour répondre à la question, je dirais Vanderbilt, qui a 22 ans, donc qui est encore très jeune et qui est un très bon complément de Karl Anthony Towns parce que lui, pour le coup, il charbonne au rebond. Ça permet à Towns de s'écarter. C'est complémentaire, si tu veux, dans ce 5-là est complémentaire. Après, McDaniel, c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel, hormis derrière les stars. Mais je dirais Vanderbilt, McDaniels, ouais, pour vraiment retenir les deux, s'il faut en nommer deux. Eh ben, intéressant tout ça. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe n'a pas fini. C'est que c'est pas la version aboutie de cette équipe. Il sera intéressant de voir si Minnesota bouge un petit peu d'ici la trade deadline en se disant que finalement, il y a peut-être un truc sympa à jouer cette année et que c'est vrai que c'est important pour des équipes jeunes comme ça de pouvoir goûter un peu aux playoffs, même si c'est pas pour pardon, même si c'est pas pour aller loin, mais ça donne quand même ça permet à certains joueurs de se révéler, de mesurer vraiment ce que ça représente. Donc ça serait pas inintéressant, pardon, de voir s'ils font un move d'ici là. Cet été aussi, ça sera une équipe intéressante à suivre, toujours sur sur la même perspective. Et voilà, je pense je ne sais pas si vous aviez autre chose à rajouter sur Minnesota. On va peut-être refermer là-dessus. Pour finir, ont été annoncés hier les participants au prochain concours du All-Star Game, notamment le concours de tir à 3 points, le concours de dunk. On se demandait, on voulait partager un peu nos pronostics de très loin. Est-ce que vous avez des favoris déjà pour ces deux concours? Pour le concours à 3 points, on parlait tout à l'heure, en outsider, je vois bien Desmond Bane. Tu mises pas sur Westbrook? Ce serait marrant, mais non, je pense pas. La cote, elle doit être pas mal. Ah ouais, c'est clair. J'ai cru que c'était une blague au début, quand j'ai vu sur le truc, quand j'ai vu Je Westbrook. pense que c'est une forme d'humour, je pense. Ouais. C'est pour genre créer le spectacle, non? Je sais pas, justement. Je sais même pas si c'est une bonne idée en soi pour le. J'ai l'impression Après, que les gens. sur un concours, on ne sait jamais. Ouais. Après, je ne pense pas qu'il va gagner, hein, mais. Mais ouais, à 3 points, je mettrais Desmond Bane. Et puis pour le concours de dunk, où on a donc il y a Jalen Green, Obi Toppin et Toscano Anderson, et le dernier m'échappe. Mais en tout cas, moi, en voyant le plateau, je m'étais dit que Jokic, Jalen non? Green. Il y a Westbrook à 3 points et Jokic au C'est dunk. Cole Anthony le dernier. Cole Anthony, voilà. Bon, même si c'est un gars d'Orlando, voilà, vous savez que j'aime bien Orlando, je suis pas sûr qu'il gagne le concours. Toppin c'est un beau dunker en match. Je ne sais pas s'il a la créativité pour avoir les bonnes notes. Du coup, je mettrais Jalen Green, qui, à mon avis, voilà, il a la jeunesse et le punch pour faire des beaux trucs. Moi, je vais miser sur Toppin. Moi, je vais miser sur Toppin, mais Green et Gros Scott aussi, je pense. Je pense que Green et Gros Scott. J'aimerais bien que Juan Toscano Anderson fasse des espèces de dunks de taré. Mais, je sais pas, faut qu'il crée une atmosphère. J'arrive pas à l'imaginer claquer du 3-6. Mais s'il arrive à créer une atmosphère bien gangsta, ça peut être sympa. Mais je miserais Toppin pour le dunk. Et le concours à 3 points, je vais tricher. Je vais donner 3 noms. C'est tout sauf un pronostic. Il y a genre 8 C'est la liste candidats, des j'en donne participants, 3. ça, Antoine Pimel. C'est pas ça qu'on vous a demandé, attention. Non, alors, je vais essayer de réduire à 2. Je vais dire Fred VanVleet et Patty Mills. Mais je pense que c'est des. En fait, je te donne mes 2 favoris, mais je te dis, c'est un autre qui va gagner, c'est Devin Booker. Je pense qu'il va gagner. Booker a déjà gagné. Il y a Klay Thompson pour l'histoire, ce serait pas mal.
Ah, pour le Booker, il a revenu du déjà week-end. gagné? Booker a déjà gagné, ouais. Ouais, mais je vais dire Fred VanVleet alors. Il sera le plus motivé. Ouais, grave. Ça me semble être une bonne sélection. Moi, j'hésitais. Finalement, je vais mettre Klay Thompson parce que je me dis, ça fait 2 ans qu'il fait que ça et qu'il peut faire que ça, shooter de manière. Donc, je pense que c'est lui qui a le plus d'expérience sur la répétition. Et sur le concours de dunk, moi, je vais mettre une pièce sur Jalen Green, sachant que le gros bémol que je mets pour ça, c'est que maintenant, un concours, ça se prépare, et je pense que c'est celui qui va arriver le moins préparé au concours. Donc je pense que c'est C'est celui sûr. qui a Mais c'est- le plus gros potentiel, et en même temps, celui qui peut vraiment passer totalement à travers. C'est mon favori pour les deux catégories. Ouais, je l'imagine bien débouler en claquettes, tu sais, les claquettes chaussettes, avec ses chaussures à la main. Et Et dire, bon, vas-y, une coupe de cheveux de ouf, évidemment, je pense qu'il sait même qu'il pas aura pour qui le il coup. affronte. Tu sais. Ça, c'est Il sait sûr. même pas qui sont les autres mecs. Mais ça serait beau. Ouais. Ah, il a du flow, juste avec le flow, hein, il peut gagner des points. On sait comment ça marche. C'est clair, c'est clair. Allez, ben, on va finir, on va refermer la page là-dessus. Juste pour information, je vous présente ce livre de Tim Grover qui vient de paraître aux éditions Talent Sport. Tim Grover, l'ancien préparateur physique de Michael Jordan et de Kobe Bryant. En toute honnêteté, je n'ai pas encore eu l'occasion de le découvrir, mais voilà, c'est le préparateur physique de ces deux superstars, quelqu'un qui a modernisé à un moment la préparation physique des athlètes de basket. Donc voilà, je voulais simplement signaler la sortie de ce livre. Et puis, ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec toujours la même équipe. D'ici là, prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao. Oh.